Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une journaliste bourrée de talent que nous venons de découvrir tout juste dans le costume de présentatrice. Pourtant, cette reporter issue d'une école de commerce est longtemps cherchée. Elle a œuvré au sein d'une société de conseil, puis a travaillé au journal Le Monde avant de rejoindre une banque d'affaires. Sauf qu'à un moment donné, il faut trancher. Pour quel métier son cœur bat-il le plus fort? Pour quel univers elle a le plus d'émotions? Elle a choisi le métier de journaliste et nous, on ne regrette pas. Bonjour Florence Trainard. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour la toute première fois. Alors je rappelle, jusqu'à la rentrée prochaine, vous êtes celle qui porte sur vos épaules le magazine Zone Interdite. Donc vous remplacez Ophélie Meunier le temps de son congé maternité sur M6. Alors ma première question est la suivante. Après 2 numéros diffusés à l'antenne, est-ce que vous êtes tombée raide dingue et totalement amoureuse de l'antenne, ou bien finalement vous vous dites que ce n'est pas si galvanisant que ça? Alors effectivement, cette expérience sur Zone Interdite pendant l'été, c'était une façon pour moi d'essayer de voir si je pouvais confirmer cette intuition qui était que l'antenne est un exercice qui me plaît. Je ne l'avais jamais testé, ce sont mes premiers pas. J'étais avant cela de l'autre côté de la caméra et j'avais juste cette intuition que l'exercice de pédagogie, de raconter, d'aller vraiment éveiller la curiosité un peu à la sueur de son front, qui est vraiment le métier comme ça de présentation, était quelque chose qui me plaisait. Et ce que je peux dire, c'est que cette expérience le confirme. Je prends énormément de plaisir à préparer les plateaux, préparer nos interviews, à raconter de façon assez succincte au début, à donner envie de voir nos reportages qui sont vraiment merveilleux. Maintenant, mon premier métier, ça reste celui de journaliste, celui du terrain, de l'enquête. Donc là-dessus, mon cœur bat à égale mesure. Et lorsque la lumière rouge de la caméra s'est allumée pour la première fois, que vous étiez face caméra et que vous êtes exprimé face à elle, qu'avez-vous ressenti? Comment étiez-vous? Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce que vous avez bafouillé? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de prises de refaites? Alors le tout premier qu'on a fait, c'était un numéro sur les ventes aux enchères qui a eu beaucoup de succès. Ouais. Et lorsque la caméra s'est allumée, j'essaye de me rappeler. Je pense, pour être très honnête, que j'ai dû faire un petit allez-y, on la refait. La première syllabe n'est pas sortie tout de suite. La première syllabe n'est clairement pas sortie tout de suite, malgré mes multiples entraînements auparavant. Ensuite, j'ai pris directement dès les premiers moments, même si on a dû faire effectivement beaucoup de reprises, c'est normal, c'est pour ça que c'est un métier, sinon ce ne serait pas un métier présentateur. Malgré ça, j'ai pris énormément de plaisir. Je suis ressortie de cette journée de travail encore plus excité, encore plus en forme que le matin, alors qu'on s'était levé à, je sais plus, 5h30 du matin. Et nous allons parler du numéro sur les camping-cars et les caravanes que vous allez présenter dimanche soir sur M6. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Florence Trainard. Avez-vous regardé ces 2 premiers numéros sur M6? Comment l'avez-vous trouvé dans ce costume de présentatrice qui est si nouveau pour elle? Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Elle y répondra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Sarah. Bonjour Damien et rebonjour Florence. Alors Sarah, ici vous le savez, on commence toujours ces news médias avec les audiences. Apparemment hier c'était la finale de The Voice, on en a vaguement entendu parler. Quel est le score pour ce télécrochet? C'est assez faible parce qu'ils étaient seulement 3,3 millions de curieux devant cet ultime épisode, ce qui représente 16,8% du public. Il s'agit du plus faible score enregistré par la chaîne pour une finale. C'était jamais arrivé, l'année dernière ils étaient à 4,5 millions. Alors il faut noter quand même que cette finale était exceptionnellement diffusée un jeudi soir en raison du match des Bleus qui est prévu samedi soir et que retransmettra TF1. Alors quand même la une est première du classement, Médiamétrie, devant M6 et sa série 911 qui a attiré 2,4 millions de fidèles et 12% de part de marché. France 3 suit avec Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Steven Spielberg avec Tom Hanks, a convaincu 2,2 millions de cinéphiles et 12,5% de part de marché. Alors en revanche pour Arte, je crois que ça baisse un petit peu. Ça baisse un peu, c'est vous savez la mini-série australienne Mystery Road qui a réuni 918 000 personnes et 4,8% de part d'audience. La chaîne en une semaine perd près de 300 000 téléspectateurs et 1,8 point de part d'audience. Florence, les 2 premiers numéros de Zone Interdite que vous avez présentés sur M6 ont très bien marché. Le premier, sur les ventes aux enchères, a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs. Le deuxième, la semaine dernière, c'était 2,7 millions, ce qui est au-dessus de la moyenne de la chaîne. Est-ce que vous êtes attentive aux audiences? Est-ce que vous vous êtes levé le lendemain matin, après votre premier numéro, en vous disant « Allez, il est 9h, là je suis très stressé, quel score ai-je fait ?» Vous connaissez bien le timing de diffusion des audiences. On est là tous les matins. Mais évidemment que c'est la première chose qu'on fait le lendemain, pour une raison
raison très simple, qui est qu'on veut savoir si on a été sur un sujet qui a vraiment intéressé les Français, comme on l'imaginait en le préparant. Donc les audiences sont pour nous un indicateur sur la suite de notre travail. Est-ce que cette thématique était effectivement intéressante? Est-ce qu'elle a été trouvée de qualité? Et les audiences sont le curseur de cela. Et vous avez un objectif d'audience que la chaîne vous fixe? On sait qu'en moyenne, vous rassemblez 2,4 millions de téléspectateurs environ. Est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel il ne faut surtout pas aller? Alors, je ne connais pas, il n'y a pas de barrière, de chiffres précis, on n'est pas dans un environnement très mathématique. Mais par contre, effectivement, on nous demande de faire les meilleures audiences possibles. Et c'est ce qu'on a fait du coup sur les 2 derniers et sur le numéro aussi d'auparavant, quand Ophélie est partie, sur les foires des villes, foires des champs. Ouais. Sur le dernier numéro, notamment les camping-cars, 2,7 millions. Ce qui était important pour nous aussi, c'était d'être très bon sur ce qui est le cœur de cible d'M6, qui sont les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Là, on a été plus de 20% de part d'audience, ce qui est excellent et ce qui montre qu'on est bien dans le cœur de ce qu'on sait faire et de ce qu'on sait apporter aux Français. Alors là, on va passer du magazine au divertissement. On continue d'évoquer The Voice. La saison 8 donc, se terminait hier soir, comme vous l'avez rappelé. Sarah, c'était sur TF1. Qui a gagné? Parce que c'était la finale quand même. On aimerait connaître le nom du gagnant ou de la gagnante. On allait presque l'oublier. Alors c'est finalement Whitney, un talent de Mika, qui s'est imposé. Alors d'une courte tête, parce qu'elle a recueilli 37,5% des voix. Et Clément, le deuxième, qui était le protégé de Soprano, il a recueilli 37,5% des voix. Donc ça s'est joué vraiment à 0,4 points. Clément qui était venu nous voir sur ce plateau d'ailleurs. Oui, exact. Et ben, il est arrivé deuxième hier soir. Et alors, l'étudiante, donc Whitney, l'étudiante de 19 ans en droit, est la deuxième femme à remporter l'émission, 1 an après la victoire de Maëlle Pistoia, qui faisait partie de l'équipe de Zazie. Et il s'agit par ailleurs de la deuxième victoire de Mika en tant que coach. La dernière fois qu'il avait remporté l'émission, c'était en 2014 avec Kenji Girac. Florence, est-ce que vous êtes cliente des émissions de divertissement à la télé? Parce que j'imagine, en tant que journaliste, forcément, vous regardez beaucoup l'actualité, des magazines d'information, Capital, Zone Interdite, bien sûr. Est-ce que vous regardez aussi The Voice, Fort Boyard, Interville, peut-être à une époque? Je crois que vous savez déjà où vous voulez en venir. Écoutez, je suis bien informée sur vos goûts télévisuels. Je me suis confiée un peu trop en coulisses. Effectivement, les émissions de divertissement, c'est quelque chose qui nous font souvent découvrir beaucoup de choses qui sont autres que de la connaissance pure et dure sur des phénomènes de société et autres. Ça, c'est ce que nous apporte le magazine. Le divertissement, il y a un caractère exutoire, un caractère émotionnel qui me plaît beaucoup. Alors, moi, j'aime beaucoup. Je regarde une spécifiquement, Mariée au premier regard. Ouais. Ça m'amuse parce que je suis dans une génération, j'ai 29 ans, où il y a beaucoup de mariages autour de moi. Donc, ça pose des questions qui sont... J'espère que les mariages autour de vous fonctionnent davantage que ceux dans Mariée au premier regard, parce que manifestement, ça conduit beaucoup vers des divorces. Effectivement, les statistiques ne sont pas très représentatives en termes de divorce de celles de la population française. Mais sinon, plus jeune, nous, on avait à la maison, on a eu c'était assez original, la télévision interdite jusqu'à mes 18 ans. Mais on arrivait à regarder, à se faire plaisir avec des émissions de divertissement pendant les vacances. C'était le moment vraiment autorisé, le champ de tous les possibles. Et là, c'était, comme vous le savez déjà, Interville et Fort Boyard, les rendez-vous incontournables. Incontournables. Et ça le reste encore. Interville un peu moins, mais par contre, Fort Boyard, ça va bientôt revenir. On en a parlé récemment dans les news médias. Allez, on termine avec Alain Finkielkraut. Le philosophe a tenu des propos polémiques. C'était mercredi dernier sur CNews à l'égard des joueuses de football féminin. Oui, il était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews, la chaîne d'info du groupe Canal+. Et la journaliste l'a interrogé sur la compétition qui commence ce soir au Stade de France, qui d'ailleurs sera retransmis sur TF1. Alors je vous propose de regarder la réponse d'Alain Finkielkraut et juger par vous-même. Football féminin. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. Pardonnez-moi. C'est très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non, mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Alors voilà, forcément, vous vous en doutez, ces propos ont suscité la polémique. Et donc, Alain Finkielkraut a dû s'expliquer hier soir dans cet avou. Il dit n'avoir aucune animosité contre ce sport, ni aucun mépris pour la compétition. Et il souhaite bonne chance aux 11 joueuses qui tenteront de décrocher la victoire ce soir au Stade de France. Florence, est-ce que vous approuvez ces propos selon lesquels il faudrait que les hommes et les femmes cultivent leurs différences et qu'il n'y ait pas forcément d'égalité? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Alain Finkielkraut ou au contraire, c'est bien normal que les femmes jouent au football?
Je pense, moi, que la réaction d'Alain Finkielkraut est un peu un non-événement. C'est quand même habituel que lorsque les femmes arrivent sur des terrains sur lesquels on n'était pas habitué de les voir, hein, le football, l'armée, la politique, mais aussi en entreprise. Hein, j'ai vu ça, j'ai travaillé chez McKinsey, qui est un cabinet de conseil en stratégie, dans lequel on a vu cette problématique-là aussi. C'est très commun, quand les femmes arrivent sur ces terrains-là, qu'il y ait un petit peu de conservatisme, qu'il y ait de la peur, ça n'a pas empêché que les choses se fassent naturellement et que si le football plaît aux femmes, qu'elles y jouent et dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus de personnages pour s'en surprendre ou dire que ce n'est pas intéressant. Oui, ce sera un grand événement effectivement à suivre sur les antennes de TF1 et Canal+. Vous avez déjà été victime de sexisme à la télévision ou dans même le monde de la finance. On sait que c'était très rare avant que des femmes incarnent des programmes à la télévision. Ça l'est de plus en plus, on le voit notamment sur France Télévisions. M6 aussi, notamment grâce à vous, Karine Le Marchand, Karine Guilloc aussi, lors des JT d'M6. Est-ce que vous avez été victime aussi, vous, de sexisme dans votre carrière professionnelle ? Alors honnêtement, non, j'ai pas été victime spécialement de sexisme. Je dirais que j'ai évolué jusqu'à présent dans des boîtes qui étaient très respectueuses et très soucieuses de ça. Donc j'ai évolué, j'ai eu une première expérience au Monde, ensuite en banque d'affaires chez Goldman Sachs, chez McKinsey, des boîtes qui étaient au contraire, les 2 dernières boîtes qui étaient très américaines, donc très en avance sur ce sujet, donc avec une attention portée aux femmes et des clubs de femmes et même également LGBT très avancés. Donc j'ai jamais eu cette problématique. Ensuite maintenant à la télévision, je suis dans une chaîne qui quand même donne toute sa place aux femmes, à M6. On le voit avec les nombreuses présentatrices qui y sont. On le voit aussi parce que, tout simplement, pour en revenir au sujet sur le football, le groupe M6 avec W9 diffuse les matchs de foot de l'équipe féminine de France. Et il va déjà y avoir la rediffusion d'un reportage sur les Bleus EUES, si mon orthographe n'est pas encore elle trop... Elle est bonne. Jusque-là, elle est bien. C'est mardi prochain. C'est un reportage qui a été diffusé sur Teva il y a peu de temps, qui a eu énormément de succès et que je vous invite à regarder. En tout cas, nous, on est très heureux que ce soit une femme qui soit à la tête de Zone Interdite, parce qu'on a regardé vos premiers pas lors des 2 dernières émissions de Zone Interdite et on a adoré. Et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Florence Trainard, je rappelle que vous remplacez Ophélie Meunier à la tête de Zone Interdite un dimanche sur 2 sur M6, cette dernière étant actuellement en congé maternité. Et demain, vous présenterez un nouveau numéro consacré à ces vacanciers qui partent en camping-car ou en caravane. Alors pourquoi avez-vous décidé de vous consacrer à ce sujet ? Alors attention, après-demain, il faut donner le bon rendez-vous, c'est dimanche. Excusez-moi, j'ai l'impression déjà d'être samedi. J'ai hâte d'être lundi, c'est pour ça. Bientôt le week-end, pas de souci. Et donc c'est dimanche à 21h sur M6. Exactement. On consacre un numéro qui est incroyablement riche en émotions sur les vacances des Français en camping-car. C'est un sujet auquel on souhaitait consacrer un numéro et même 2 numéros, puisqu'il y a eu un premier épisode la semaine dernière, qui est celui qui a eu énormément de succès, 2,7 millions de téléspectateurs. On fait la suite ce dimanche. On s'intéresse à ce sujet tout simplement parce que les vacances en camping-car, c'est quelque chose qui explose chez les Français. Le camping-car, c'est pas nouveau, hein, ça a 100 ans d'histoire, je dirais. Mais là, rien que cette année, il y a eu une croissance en 2018, une croissance de plus 15% des ventes de camping-car. C'est en explosion. C'est un mode de voyage qui plaît de plus en plus. Il y a notamment des types de véhicules auxquels on s'intéresse dans le reportage, comme le van. Le van, aujourd'hui, c'est 1/3 des personnes qui partent en camping-car partent en van d'aventurier. Ce n'était pas du tout le cas avant. Et on découvre aussi, ce qui est une nouveauté également, qu'il y a de plus en plus d'engins ultra luxe. On a dans le reportage à un moment un mastodonte de 11 mètres de long, ultra luxueux. Enfin, vous pourriez presque y mettre 350 000 €, je crois. 350 000 €, le prix va avec. Donc voilà, on a voulu s'intéresser à cette tendance, comprendre ce qui plaisait chez les Français, comment on le vivait de l'intérieur, et vous allez voir, ce sont des aventures vraiment rocambolesques. Alors c'est vrai que grâce à votre reportage, j'ai appris qu'ils étaient 2,5 millions de Français à opter pour ce genre de vacances où on s'évade par nos propres moyens finalement. Pour quelles raisons en fait décident-ils de partir en caravane ou en camping-car ? Qu'est-ce qui les motive en fait ? C'est le goût de l'aventure ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors la première motivation, c'est l'idée qu'on sent et qui est palpable chez les personnes qu'on a rencontrées. C'est l'idée de la liberté, pas de contraintes. C'est quelque chose qui est relativement dans la tendance, quand les gens utilisent aussi Airbnb plutôt qu'un hôtel, avoir un côté, être davantage ancré dans la nature, dans les environnements. Et on peut partir
quand on veut, où on veut avec le camping-car. Alors après, le document fait vraiment rêver pour ça. On en voit qui se réveille. Fenêtre sur mer, pas un touriste à l'horizon, ils sont au Maroc. C'est fabuleux. Ça donne vraiment envie. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais testé l'expérience. Je ne sais pas si c'est votre cas. Pas encore. Pas encore. Et Mais grâce à votre reportage, peut-être que je vais tenter. Attention, ouais. Et vous allez pouvoir faire grimper encore les ventes ou les locations de camping-car. Après, ce qu'on découvre aussi, c'est que les personnes partent un peu comme ça, avec plein d'enthousiasme, mais il y a également des contraintes, des péripéties dont on ne se doute pas avant de partir. Par exemple, on a cette famille qui est très très attachante, qui part faire un voyage en Italie, ils louent un camping-car, ils arrivent à trouver un bon plan pas cher, mais au moment de vouloir visiter les vieilles villes historiques, ils s'aperçoivent que le camping-car, tout simplement, ne passe pas les vieilles portes historiques de la ville. Donc il faut se garer à l'extérieur, ils sont à Sienne, et il faut se garer à 3 km du restaurant où ils veulent aller. Donc voilà, on vous montre vraiment tous les côtés de cette expérience. Juste avant de passer du côté des internautes, les camping-cars, les caravanes, à première vue, ça a l'air d'être très cher parce que ce sont finalement des appartements sur roues. Est-ce qu'il y en a pour toutes les bourses? Est-ce que vraiment ça concerne tous les téléspectateurs qui peuvent vous regarder? Ou alors là, vous vous adressez à une niche de personnes qui ont les moyens de s'offrir ce genre de petits plaisirs? Oui, il y en a absolument pour tous les goûts. C'est la raison pour laquelle on a voulu en faire 2 épisodes. C'est qu'il y avait tellement de types de situations et de types de voyages et de types de bourses différentes qu'on a voulu l'étaler et bien tout montrer. Vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, du van d'aventurier qui peut être, vous pouvez être clairement en dessous de 30 000 € à l'achat. Jusqu'à quelque chose de très luxueux qui dépasse les 100 000 et il y en a, ils vont même, mais c'est très exceptionnel, jusqu'à 300 000. C'est exceptionnel. Après, vous avez en intermédiaire, vous allez avoir les camping-cars intégraux qu'on connaît, qui vont être entre du 30 000 et du 100 000. Ensuite, ce qui est intéressant quand même, c'est et on le découvre dans le reportage, c'est que vous pouvez, ça c'est des prix à l'achat, mais il y a aussi des bons plans à la location. Il y a des sites de location entre particuliers de camping-cars. Donc c'est quelque chose qui peut être accessible à tous, selon les goûts. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Sarah, est-ce qu'il y en a qui sont séduits par le camping-car? Ouais, bien sûr, je pense qu'ils seront nombreux à regarder. Et j'ai une première question de Marie sur Facebook qui se demande pourquoi vous n'êtes pas sur Twitter. Ah, bonne question. C'est vrai que vous n'êtes pas sur Twitter. Je vous ai cherché toute la nuit, je n'ai jamais trouvé. Comment ça se fait? Expliquez-nous. Alors, très sincèrement, en fait, j'y étais et mon compte n'avait pas grand intérêt puisque je l'utilisais essentiellement en tant que journaliste. Donc j'ai fait la saison précédente chez Tony Committee où on faisait des reportages et mon compte Twitter était une série de tweets qui cherchaient à contacter des personnes dans tous les sens. Parce que voilà, on cherchait des personnages, C'est une bonne utilisation de Twitter aussi. Ce qui est une excellente utilisation de Twitter. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça va pas forcément intéresser les gens de voir toute cette série de contacts, rappelez-moi, message privé s'il vous plaît. Mais je vais revenir sur Twitter, moi ça me manque parce que je suis beaucoup l'actualité dessus. C'était une façon de ne pas parasiter. Alors, avant de poser vos valises à la tête de Zone Interdite, vous l'avez rappelé, vous gravitiez plus ou moins autour d'M6 puisque vous travaillez pour Tony Committee Productions, qui est une société qui fournit des reportages à 66 minutes notamment et enquêtes exclusives. Comment passe-t-on du statut de journaliste enquêtrice à celui de présentatrice? C'est pas la même chose. Alors, c'est effectivement un passage très accéléré. Donc, moi, c'est mes premiers pas à l'antenne. Auparavant, mes expériences journalistiques, ça a été d'abord en presse écrite, à la sortie de mon école de commerce, avec Le Monde, La Tribune. Ensuite, donc, toute cette expérience plutôt en milieu économique, en entreprise, est revenue pour la saison dernière chez Committee. Donc, ce qu'il faut, c'est un exercice d'humilité. C'est que malgré mes 5-6 années d'expérience auparavant dans des entreprises dans lesquelles j'avais petit à petit gravi les échelons, j'ai recommencé tout en bas, mais j'avais une telle motivation au métier de journaliste, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez admis, de parfois se réinventer, se renouveler quand on trouve vraiment sa passion. Donc j'ai recommencé, journaliste enquêtrice, vous trouvez des personnages, vous trouvez les idées de sujets, vous contactez les gens, et puis petit à petit, on apprend le terrain, on apprend le tournage, on apprend le métier de réalisation. L'antenne, ensuite, c'est quelque chose où je pense que depuis plusieurs années, j'ai toujours été séduite par les métiers de l'antenne, sans forcément pointer du doigt que c'était ce que je voulais faire. J'aime énormément le côté à l'antenne, tout ce qui est de la pédagogie, de raconter. J'aime parler, ordonner, j'aime l'exercice de vulgarisation, mais au sens noble du thème, de parler au plus grand nombre et de le faire quand j'ai fait un travail sur un reportage. Ce qui est vraiment mon idéal, c'est de pouvoir, je le vois comme une prolongation du coup, de pouvoir soi-même le raconter, d'éveiller la curiosité pour faire vivre le même sentiment que ce que nous on a vécu sur le terrain. Donc le passage ensuite,
Il n'est pas facile, mais il est vraiment Oui, excitant. Et je suis très bien encadrée avec l'équipe de Zone. En coulisses, comment ça s'est joué en fait? Vous avez postulé à ce poste de présentatrice de Zone Interdite, sachant qu'Ophélie Meunier allait partir en congé maternité? Ou alors c'est les dirigeants du groupe M6 qui sont venus vous voir en vous disant « Bon Florence, on est au courant que tu aimes bien l'antenne, tu pourrais faire des essais ». Alors, je n'ai pas du tout postulé. C'est peut-être c'est peut-être le seul job auquel je n'ai pas postulé. Et pourtant, celui que je suis très heureuse C'est d'avoir. rare que c'est l'employeur d'ailleurs qui va vers un employé. Bien souvent, c'est l'inverse. On postule à un poste. Par contre, la façon dont ça s'est passé, c'est que, effectivement, moi, quand j'ai fait mon changement de carrière et que je suis revenue vraiment à ce que j'avais dans le ventre, le journalisme, et que je suis allée chez Tony Comity, toute cette période de transition, c'est une période où j'ai essayé de contacter beaucoup de personnes dans le milieu du journalisme pour essayer de trouver une place, de voir quelqu'un qui accepterait de me former et de prendre les paris. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer notamment des personnes de chez M6, avec qui j'ai échangé. Il y a eu notamment Vincent Régnier qui m'a donné beaucoup de conseils. Le directeur des magazines d'information Voilà, d'M6. qui est le directeur des magazines d'information d'M6, qui m'a donné beaucoup de conseils. Et pendant mon année chez Tony Comity, comme on travaille énormément pour la chaîne M6, on est régulièrement en contact avec donc les représentants de la chaîne. Et moi, je leur ai proactivement fait part de ce désir, cette motivation peut-être d'un jour essayer l'antenne. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire des essais. Ils m'ont dit très bien, on prend les paris, voyons, faisons des essais qui n'avaient vocation à rien. C'était une époque où on n'était même pas au courant qu'il y va avoir besoin d'un remplacement sur une quelconque émission. C'était dans le vent, peut-être un vivier de talent, je ne sais pas, peut-être en font-ils passer à beaucoup d'autres personnes, j'ignore complètement. Et puis, très peu de temps, je dirais à peu près un mois et quelques avant que je prenne position chez Zone Interdite, c'est le moment où j'ai été contactée, qu'on me dise, écoute, tu dois nous rejoindre, on t'a recruté pour le JT d'M6 à la rentrée septembre, ce qui était initialement prévu, pour le JT en tant que journaliste, de l'autre côté de la caméra. Mais tu disais que l'antenne te plaisait, alors on a un challenge pour toi, est-ce que tu le prends? Comment vous avez réagi quand on vous a proposé Zone Interdite? Vous étiez ébahi, vous avez accepté tout de suite, ou alors vous vous êtes dit, il va falloir quand même que je prenne le temps de la réflexion, parce que Zone Interdite, c'est quand même une case assez exposée. Quelle réflexion avez-vous eue à ce moment-là? Alors, ce que vous venez de dire, c'est ce que j'ai eu dans ma tête, et ce que j'ai pensé au profond de moi, j'étais impressionnée, parce que pour des premiers pas, c'est quand même un honneur et un énorme morceau que Zone Interdite. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit celui qu'on m'offre pour des premiers pas. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ah là là, il faut réfléchir. Moi, c'est un magazine qui a 25 ans d'histoire, plus de 25 ans. Je ne voudrais pas leur faire prendre de risques. Voilà, ça m'a impressionnée. Et en même temps, vous êtes au téléphone, on vous propose ça, et vous comprenez que c'est une occasion à laquelle on ne dit pas non. Et il faut répondre vite. C'était pas revenir dans un mois, etc. Ça ne se refuse pas. Donc aujourd'hui, je les en remercie et j'espère être à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Sarah, des questions? Oui, j'ai Fabrice sur Facebook qui se demande si vous avez des projets pour la rentrée sur M6 ou ailleurs. Quelles sont véritablement vos ambitions sur la chaîne? Alors vous allez effectivement normalement redevenir journaliste pour les journaux télévisés d'M6, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que, au fond de vous, vous rêvez aussi secrètement d'incarner une émission, ce qui serait naturel puisque vous êtes en train de le faire, manifestement vous aimez beaucoup le faire. Est-ce que aussi c'est une ambition que vous avez? Alors, pour répondre à Fabrice, comme il le disait, il y a ce qui était initialement prévu, c'était de rejoindre les équipes en tant que journaliste reporter de la rédaction nationale du JT d'M6. C'est quelque chose qui m'enchante énormément. Alors, parce que l'enquête, le terrain, rencontrer les gens, penser, monter des sujets, c'est vraiment ce qui m'anime. On n'a pas envie de perdre ce lien-là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Même si j'ai eu plusieurs expériences journalistiques, celle de la télévision, j'ai fait une saison chez Comity, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur comment on monte un reportage, comment on monte même une news d'info. Donc je suis très concentrée là-dessus. Moi j'ai envie de valider très fortement une expérience journalistique avant tout. Donc c'est ma priorité absolue. Ce qui est fantastique avec l'expérience de Zone, c'est que ça valide cette idée qu'en prolongation du métier de journaliste, celui de l'antenne est un exercice qui me plaît beaucoup, j'y prends un plaisir infini. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas de projet particulier là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui court après l'antenne. Je suis une journaliste. Si j'ai des occasions, si on me propose des choses, je verrai. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui est discuté. C'est vrai que vous avez une appétence particulière pour l'économie puisque vous êtes passé par une société de conseil puis une banque d'affaires. Vous avez une formation aussi dans une école de commerce. Est-ce que peut-être un magazine économique que pourrait vous proposer Vincent Régnier, le directeur de ce pôle, est-ce que ça vous intéresserait, ça, quelque chose comme ça?
Alors vous dites, pour l'instant, que vous aimeriez aller étape par étape et c'est tout à votre honneur, mais admettons, moi je suis en 2025, vous avez validé cette étape d'expérience sur le terrain, vous êtes une vraie journaliste confirmée et chevronnée. Est-ce que vous acceptez ce genre de challenge? Alors, laissez-moi sortir ma boule de cristal avant. Ou convoquer Madame Irma dans 25 ans. Écoutez, si je suis encore là, hein, parce qu'il faut toujours se préparer à tout. C'est vrai, en télévision, tout va vite. Vous avez bien raison. Mais non, effectivement, économie et finance sont des sujets que je trouve très intéressants. C'est un des prismes de lecture de la société qui est pour moi aujourd'hui un bagage et je pense un atout dans mon approche des sujets, aussi bien sociaux que de divertissement, etc. Maintenant, il y a un magazine sur M6 qui traite incroyablement bien l'économie, c'est Capital, et que je suis de longue date, que je trouve excellent. Et il y a surtout un présentateur qui fait un travail formidable. Donc, il n'est pas du tout dans ma philosophie de me projeter. C'est Julien Courbet qui est arrivé en septembre dernier. On sent qu'il a... Moi, je suis impressionnée. Hein, vraiment, il n'y a pas longtemps, dans une interview, on me demandait pour vous quel est un présentateur là, qui en a dans les tripes. Je dis Julien Courbet. Il est arrivé sur un terrain qui initialement n'était pas le sien, l'économie. Et on sent une passion, il donne envie, il a... voilà, on voit les gouttes de sueur sur son front. Il est fantastique. Et donc, moi, je veux continuer à regarder Capital avec Julien Courbet. Ophélie Meuniel vous a envoyé un texto pour débriefer un peu avec vous le premier numéro que vous avez présenté. Vous avez eu des nouvelles d'elle? Parce que je sais qu'elle vous a donné des conseils en coulisses pour prendre les rênes de ce magazine, pour vous donner des conseils. Est-ce qu'elle vous a envoyé un message? Est-ce qu'elle vous a appelé pour vous féliciter ou peut-être vous dire « Ah ben là, peut-être tu devrais te comporter comme tel » Avec Ophélie, surtout, on a été ensemble toutes les premières semaines de mon arrivée, pardon. Sur Zone Interdite. Donc, elle était là quand j'ai commencé à justement préparer mes plateaux. Et c'est elle surtout qui m'a donné tous les conseils pour mes premiers plateaux. Donc, elle a été d'une extrême bienveillance. Elle a elle-même proposé... Quels sont les conseils qu'elle vous a donnés? Alors, je pense qu'il y en a deux que je retiens. Il y en a eu de nombreux techniques, de nombreux qu'elle m'a donné, notamment en m'invitant à la suivre sur ses plateaux de son dernier numéro. Deux conseils qui étaient vraiment... Sois toi-même, qu'importe ce qu'on te dit, on va peut-être parfois involontairement te donner des indications formatées pour lisser des choses, mais complètement involontairement, hein, pour ne pas prendre de risques. Elle m'a dit n'hésite pas à être toi-même quoi qu'il arrive et à parfois dire non. Et elle m'a dit aussi pour savoir un peu comment tu évolues et progresser, choisis un petit conseil d'administration de 4-5 personnes dont tu es proche, en qui tu fais une confiance absolue, et concentre-toi sur les conseils de ces 4-5 personnes. Voilà, parce que sinon, si on commence à écouter l'infini des conseils, tout va dans un sens et dans un autre, tout est très pertinent, mais finalement, on ne sait plus où aller. Il faut choisir une cohérence de gens qui connaissent très bien notre identité et qui font qu'on ne se trahira pas. Donc, c'est un très bon conseil que j'essaye d'appliquer. Et elle vous a contacté après le premier numéro? Elle vous a envoyé un message en vous disant « Félicitations, tu as relevé le défi ». Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, on n'a pas eu d'échange. On n'a pas eu d'échange, mais parce qu'en fait, on n'était pas d'échange par texto, tout simplement parce qu'elle était encore dans les bureaux quand on est revenu. Ah oui. Donc au contraire, on a eu des bonnes audiences. Ouais. On a fait 2,5 millions. Donc une bonne nouvelle pour toute l'équipe. Et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Merci Florence Trainard d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve donc dimanche, et pas demain comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dimanche soir dans Zone Interdite pour un numéro à 21h exactement en prime time pour un numéro consacré aux caravanes et aux camping-cars, tous ces Français qui choisissent de s'évader avec ce moyen de transport. Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et le Buzz TV revient non pas lundi parce que nous avons aussi nous décidé de prolonger notre week-end. Et oui, ne nous jetez pas la pierre. Parfois on prend des vacances, ça arrive. On reviendra mardi avec un journaliste qui a un temps présenté le journal télévisé de TF1. Aujourd'hui, il officie aux commandes de 7 à 8, le fameux magazine de TF1 où on a aussi la séquence des portraits. Il s'agit bien sûr d'Harry Roselmack qui viendra nous voir donc pour nous faire un bilan de toute sa saison. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, prolongé pour certains, je vous le souhaite, et je vous dis à mardi pour un nouveau Buzz TV.